attaques au couteau, cette fois dans le centre d'Israël, à Rishon LeZion et Netanya. Bilan 4 blessés, dont 3 dans un état grave. Les 2 terroristes ont pu être neutralisés. Le crash de l'avion russe dans le Sinaï égyptien. La compagnie russe exclut que l'avion ait connu une défaillance technique ou humaine. Pas de traces d'impact extérieur non plus. L'enquête s'oriente donc vers une explosion causée depuis l'intérieur de l'appareil. Un rebondissement dans l'affaire Air Cocaïne. Les 2 pilotes évadés ont été écroués en France aujourd'hui après avoir été présentés à un juge. Colère de leurs avocats et des familles. Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. La vague d'attaques terroristes revient donc dans le centre d'Israël ce soir avec 2 attaques commises en l'espace de quelques heures. Vous voyez sur ces images particulièrement impressionnantes de caméras de surveillance à Rishon LeZion où une vieille dame a été poignardée. Elle est sérieusement touchée, ainsi que 2 autres passagers d'un bus juste avant par ce terroriste qui a pris la fuite avant d'être rattrapé et arrêté, remis ensuite aux policiers. Autre attaque un petit peu plus tard du côté de Netanya, cette fois où un autre Israélien, une personne âgée, a été poignardée. Il est aussi dans un état sérieux. Là encore, le terroriste a été abattu et se trouve dans un état grave. On va rejoindre tout de suite en direct de Rishon LeZion notre envoyé spécial Maxime Perez qui est donc sur le lieu de la première attaque. Bonsoir Maxime. On a vu ces images particulièrement impressionnantes de la panique et de cette attaque. Oui, attaque spectaculaire qui s'est déroulée précisément ici dans le centre-ville de Rishon LeZion, à proximité de l'ancienne gare routière. C'est de là qu'est parti le terroriste palestinien qui a d'abord poignardé le passager d'un autobus. Il a un homme d'une 40aine d'années qui s'est immédiatement écroulé. Le Palestinien n'a pas traîné, il a pris la fuite, mais dans sa course, il a tenté et a réussi même à poignarder plusieurs autres personnes, dont une femme de 80 ans très grièvement blessée. Et par la suite, un jeune Israélien d'une 20aine d'années, un soldat qui était en uniforme. Cet assaillant palestinien a été tout de suite poursuivi par des dizaines de passants qui ont tenté de l'arrêter. À une cinquantaine de mètres derrière moi, dans un magasin, la foule est parvenue à le neutraliser. Il a fallu l'intervention de policiers très rapidement arrivés sur les lieux de l'attaque pour empêcher une scène de lynchage, comme on a pu en voir souvent après ce genre d'attentat, parce qu'évidemment les gens sont à cran et qu'évidemment il y a toujours la crainte que le terroriste poursuive son acte jusqu'à la mort. Ce sont souvent des actions suicidaires qui sont décrites par les policiers. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Et ce que je peux vous dire, c'est que pendant de longues heures qui ont suivi cet attentat ici à Rishon LeZion, eh bien, il y a eu des rassemblements spontanés d'habitants qui ont évidemment manifesté leur colère et leur mécontentement face à une situation qui n'en finit pas. Voilà 4 semaines que ces attaques au couteau touchent toutes les villes quasiment du pays. Alors justement Maxime, cela s'est poursuivi un peu de temps après, cette fois au nord de Tel Aviv, dans la ville de Netanya. Oui, cette fois à une vingtaine de kilomètres au nord de Tel Aviv. Netanya, pour la première fois, touché par une attaque au couteau. Là aussi, un Palestinien identifié comme originaire de Tulkarem qui a poignardé violemment un homme de 71 ans dont on apprend ce soir qu'il serait d'origine française. Le blesse grièvement. Et là aussi, une course-poursuite s'engage. Des policiers parviennent à identifier le suspect à une distance respectable, ouvrent le feu en sa direction. Le terroriste est atteint de 4 balles, il s'écroule. Et là aussi, les policiers choisissent de protéger le Palestinien qui gît au sol pour empêcher une nouvelle scène de lynchage par la foule. Et d'ailleurs, ce que je peux vous dire également, c'est qu'il a fallu de longues minutes à l'ambulance qui a évacué ce terroriste pour sortir de la zone de l'attaque, du lieu où il a été neutralisé par des policiers, parce que là aussi, des dizaines d'habitants de la ville de Netanya en colère ont tout fait pour bloquer l'ambulance.
Merci Maxime Pérez pour ces premières précisions. On vous retrouvera un petit peu plus tard évidemment, alors que, on le sait, un petit peu plus tôt dans la journée, 2 autres tentatives d'attaque avaient eu lieu sans faire de blessés cette fois. Le bilan depuis le début de cette vague de terreur s'élève désormais à 11 morts, 153 blessés côté israélien. Les Palestiniens, eux, ont obtenu le retour d'un premier contingent de corps des terroristes palestiniens qui ont été abattus sur fond de polémique. Joseph Emmanuel. Les attaques terroristes se poursuivent en Israël comme en Cisjordanie. Tôt dans la matinée, c'est dans la vieille ville de Jérusalem et à l'aide d'une bouteille de verre qu'un Palestinien commet son attaque. Il brise la bouteille sur le crâne d'un guide. Il est arrêté quelques centaines de mètres plus loin. Il a sur lui un couteau. Toujours dans la matinée, au point de passage de Jenin, un Palestinien poignarde un Israélien. Ahmed Abou Rab, 16 ans, est abattu sur le champ. Comme après chaque attaque, quand un terroriste est tué, se pose à Israël une question, faut-il ou non rendre le corps à la famille? Et contrairement aux directives du Premier ministre israélien, l'État hébreu vient de remettre à l'autorité palestinienne les corps de 10 terroristes. Ils ont été abattus alors qu'ils commettaient leur acte de terreur, le plus souvent des attaques mortelles au couteau. En Israël, cette décision de rendre ces corps n'est pas du tout du goût de certaines familles. Zahava est la mère du sergent Oron Shaoul. Il a été tué l'été 2014 durant le conflit avec le Hamas. Zahava attend toujours le retour du corps de son fils. Elle s'adresse au gouvernement. Faites tout ce que vous pouvez pour me ramener mon fils. 1 an et 3 mois. Je n'en peux plus. Cette mère appelle son gouvernement à agir, mais c'est du côté palestinien que Mahmoud Abbas a décidé d'agir. Ces Palestiniens, abattus par les Israéliens alors qu'ils poignardaient ou tentaient de poignarder, auront des funérailles militaires, des funérailles nationales. Leurs familles, quant à elles, recevront une subvention financière. Dans un esprit de réconciliation nationale, Mahmoud Abbas va jusqu'à autoriser la présence pendant ces funérailles des drapeaux verts du Hamas, une mesure radicale. Le Hamas et le Fatah sont en guerre depuis presque 10 ans, quand le mouvement islamiste chassait littéralement le Fatah de Gaza. En Israël, on ne s'étonne pas de la glorification de terroristes appelés martyrs ou résistants du côté palestinien. Des dizaines de rues à Ramallah et dans d'autres villes portent le nom de ces Palestiniens s'étant fait exploser dans des bus ou ayant poignardé des Israéliens. Mais une partie des Israéliens s'étonne d'un fait. Mahmoud Abbas semble avoir renoué avec la politique palestinienne qui précédait les accords d'Oslo, une politique de célébration d'hommes et de femmes qui tuent des juifs. Alors justement, cette polémique sur la restitution des corps de terroristes palestiniens, on en reparle avec des invités dans une vingtaine de minutes. L'enquête sur le crash de l'avion russe, à présent dans le Sinaï, on s'oriente plutôt vers la piste d'un attentat. La compagnie russe exclut en tout cas toute défaillance technique ou humaine à bord qui aurait pu expliquer l'explosion de l'appareil en plein vol. Julia Ganancia. Que vont révéler les boîtes noires de l'Airbus A321 russe? 2 jours après le crash de l'appareil dans le Sinaï, tous les espoirs se portent sur l'analyse des enregistreurs de vol. Pour une raison inconnue, l'avion, qui devait relier Sharm el-Sheikh à Saint-Pétersbourg, s'est écrasé au bout de 23 minutes. Les autorités égyptiennes et russes refusent pour l'instant d'émettre la moindre hypothèse sur les causes du crash, mais la compagnie russe Metrojet, qui exploitait l'appareil, a exclu ce lundi la piste d'une défaillance technique ou d'une erreur humaine. Elle affirme que seule une action extérieure peut expliquer la catastrophe, de quoi crédibiliser encore plus la piste de l'attentat. Ce genre de panne n'existe pas. Le genre de panne de moteur ou de panne de système, ou même une combinaison de différentes pannes de système qui puissent faire en sorte qu'un avion explose dans les airs, n'existe pas. Un avion ne peut pas exploser en plein vol à cause de panne de système, quelle qu'elle soit. Sur Twitter, la branche égyptienne de l'organisation État islamique a publié un communiqué dans lequel elle se dit responsable du crash russe et Daesh a bien des raisons de s'attaquer à ce vol. Dans son message, l'organisation terroriste affirme avoir agi en représailles de l'intervention militaire russe en Syrie. L'Égypte est en outre le seul pays arabe à avoir publiquement approuvé cet engagement.
À Washington, le chef du renseignement américain estime improbable que le groupe État islamique ait les moyens d'abattre un avion commercial en vol sans l'exclure complètement. L'État islamique a revendiqué être à l'origine du drame dans un tweet et il y a une branche très agressive de Daesh dans le Sinaï. Mais nous ne savons vraiment pas et je pense que quand les boîtes noires de l'avion seront analysées et elles ont été retrouvées, alors peut-être que nous en saurons plus. Si l'hypothèse de l'attentat se confirme, il pourrait s'agir d'une bombe qui a explosé à bord. Autre élément qui pourrait accréditer la thèse de l'attentat, la forte présence de Russes au sein du groupe terroriste. En juin dernier, le centre antiterroriste de la communauté des États indépendants affirmait qu'ils étaient environ 2000 à combattre en Syrie et en Irak. Et les contrôles aux aéroports égyptiens sont poreux. Une complicité au sol n'est donc pas exclue. Alors avec nous, Jacques Neria, expert pour les questions de sécurité au Moyen-Orient. Bonsoir Jacques. Ce soir, on a l'impression qu'on y voit un peu plus clair, peut-être dans ce qui aurait pu se passer dans ce crash. Écoutez, le scénario semble être beaucoup plus clair aujourd'hui. Donc on écarte complètement l'hypothèse que l'avion s'est désintégré à cause d'une défaillance technique. Ça n'existe pas. Le fait d'être intercepté par un missile israélien, pas du tout. Égyptien, il n'y en a pas dans Sinaï. L'État islamique n'en a pas non plus, donc on se réduit finalement à la thèse du sabotage, un sabotage qui a été fait soit par un explosif avec une bombe à retardement, soit avec une bombe qui est tout simplement dirigée par un altimètre, l'altimètre, une fois l'avion arrivé à une certaine altitude, donc il déclenche l'explosif, et donc ce qui se passe, on voit très bien dans l'image de l'avion que c'est comme une soupape qui a sauté. L'avion a sauté de l'intérieur, c'est un passager sans doute qui a reçu de quelqu'un un cadeau, a envoyé un ami en Russie, à Saint-Pétersbourg, à une amie, quelque chose. Donc il a été, je dirais, mené à croire que le cadeau, le soi-disant cadeau, était un cadeau inoffensif, alors que, je vous rappelle, quand vous arrivez aux aéroports israéliens et même à l'étranger, la première question qu'on vous pose, est-ce qu'on vous a donné quelque chose ? Effectivement, sans doute, un des passagers russes, je dirais, qui ne sont pas tellement sensibilisés aux problèmes de sécurité, a dû prendre un objet pareil, a dû le mettre dans sa valise, et non pas, je dirais, dans le compartiment bagage de l'avion, mais dans sa valise personnelle, dans ses objets personnels. Et de là, on voit le drame. Le drame s'est passé très vite, donc l'avion a explosé, tombé en vrille et s'est désintégré. Donc même un petit explosif peut suffire à percer. Il ne suffit même pas d'un kilo pour faire sauter un avion. Ouais. Alors ce qui est étonnant quand même, c'est que les Américains, on l'a vu dans le sujet de Julia Guedancia, disent ce soir ne pas avoir d'informations. Les Américains sont en train de répondre au fait que, je dirais, à l'hypothèse que l'État islamique a intercepté par missile l'avion, ce qui n'est pas le cas. Les Américains disent attendons voir ce qui se passe, on va écouter les boîtes noires, on sera beaucoup plus savant de ce qui s'est passé. Je pense que c'est là la clé du problème. On le saura très vite, parce que si jamais les boîtes sont intactes, et effectivement les deux boîtes sont intactes, et on aura la réponse très vite. Alors il est possible que l'État islamique, qui est pour l'instant le seul, en tout cas la seule organisation terroriste à avoir revendiqué l'attentat, ait pu commettre cet attentat de l'intérieur de l'avion. Le Sinaï de Sharm el-Sheikh a été la scène d'actes de terrorisme, je dirais, variés depuis des années. Donc le fait que l'État islamique est, je dirais, intégré les Bédouins du Sinaï, on le sait déjà sur place. On sait très bien que l'État islamique est très fort dans cette région-là, que l'armée égyptienne n'arrive pas, je dirais, à complètement, je dirais, contrôler les régions où l'État islamique est actif. Il est fort probable, je dirais, que par l'intermédiaire d'un émissaire, par l'intermédiaire, je dirais même de Russes, ce ne sont pas des Russes, ce sont des Tchétchènes, en fait, qui se battent contre au sein de l'État islamique, que quelqu'un ait infiltré ce groupe de touristes et qu'il ait donné peut-être à un enfant, à une dame, à quelqu'un, un petit cadeau. Écoutez, envoyez-moi ça, s'il vous plaît, à Saint-Pétersbourg. On recevra ça à l'aéroport et puis ça suffit. Merci Jacques Neria. Je rappelle donc que vous êtes expert pour les questions militaires et de sécurité pour le Moyen-Orient. Alors justement, à Saint-Pétersbourg, pendant ce temps, les premiers corps des victimes de la catastrophe aérienne ont été rapatriés et des cérémonies d'hommage ont débuté en Russie. Léa Volbert. L'identification des corps nécessitera plusieurs semaines. Les dépouilles des 224 victimes du crash de l'Airbus A321 sont rapatriées en Russie. Un premier avion avait été affrété dimanche soir. Un second est parti du Caire ce lundi en direction de Saint-Pétersbourg.
Actuellement, les corps ont été transportés à des fins d'examen médico-légal. Les recherches nécessaires seront entreprises. Le ministère des situations d'urgence russe a annoncé 144 dépouilles rapatriées dans le premier avion. Mais le chiffre varie selon les sources. Et pour cause, les experts parlent de fragments de corps. Les autorités égyptiennes ont étendu le rayon de recherche à 40 km autour des débris de l'appareil. Un travail compliqué et méticuleux est en cours. Nous avons commencé à identifier les corps. C'est une procédure normale en accord avec le code criminel de la Fédération de Russie. La procédure d'identification des corps a débuté dans la matinée. Depuis samedi, des prélèvements d'ADN ont été effectués auprès des familles des passagers du vol. Elles doivent être reçues une par une pour aider les experts. Nous travaillons avec toutes les familles. Il n'y a pas de problème là-dessus. Nous préparons les sujets tels que les enterrements, le transport des corps, etc. Il s'agit de la pire catastrophe aérienne qui ait jamais touché la Russie. À bord du charter, 221 Russes et 3 Ukrainiens. Dimanche soir, après une journée de deuil national, plusieurs milliers de personnes se sont réunies à Saint-Pétersbourg en hommage aux victimes. Alors, autre avis d'experts justement sur ce crash de l'avion russe dans le Sinaï. On est en ligne avec Gad Cohen, qui est vice-président d'IAI, les industries aéronautiques israéliennes. Bonsoir Gad Cohen. Bonsoir. Alors, quand vous regardez les images et notamment la scène où les débris ont été retrouvés, qu'est-ce que vous vous dites, Gad Cohen? Vous pensez plus à une explosion qui peut être d'origine criminelle ou à un problème technique ou humain? Je dirais de la chose suivante. Les informations qui ont été collectées jusqu'à maintenant après l'événement ne renforcent pas la probabilité d'une défaillance technique. L'Airbus 321, c'est un avion réputé pour sa fiabilité. Les systèmes de commande sont complètement électroniques. Tous les systèmes critiques sont doubles et même quelquefois triples pour assurer cette fiabilité. Le comportement de l'avion au moment de l'incident, tel qu'il a été capté sur les radars, perte d'attitude très rapide qui pourrait témoigner d'une dislocation en vol, font plutôt penser à une intervention extérieure et non pas une panne technique. Même en cas de perte de moteur, l'avion a la capacité d'atterrir en toute sécurité. Donc nous pouvons assumer qu'en cas de défaillance technique, le pilote aurait eu le temps de déclarer l'état d'urgence, ce qui n'a pas été fait. Voilà, puisque c'est confirmé ce soir par les enquêteurs. Jamais donc le pilote n'a émis de signal de détresse qui renforce l'hypothèse d'une explosion. Exactement. Ouais. Alors, il y a quand même aussi des questions qui se posent parce que cela ramène évidemment aux questions de sécurité. Est-ce qu'il est possible qu'une défaillance encore aujourd'hui puisse avoir lieu dans les contrôles de sécurité et permettre de faire monter des explosifs à bord d'un avion? Écoutez, nous sommes tous au courant des systèmes de sécurité qui sont utilisés dans tous les aéroports occidentaux. Je ne peux pas vous dire que c'est la même chose à Sharm el-Sheikh où ça s'est passé. Je n'ai aucun moyen de pouvoir confirmer les systèmes de sécurité là-bas. Donc c'est un sujet que les autorités locales devront étudier. On sait que les avions israéliens, les compagnies en tout cas aériennes israéliennes sont protégées contre des attaques extérieures de type missile. Est-ce que c'est une hypothèse que vous pensez plausible dans ce cas-là? Est-ce que c'est possible qu'un missile ait pu heurter cet avion de l'extérieur? De ce que nous savons aujourd'hui des missiles qui sont en position des groupes terroristes dans le Sinaï, ce sont des missiles à portée limitée qui sont limités à peu près à 6 km de hauteur. L'avion volait à une altitude de plus de 9 km, donc c'est difficile d'imaginer ça avec les moyens existants, à moins qu'ils aient des armes que nous ne sommes pas au courant qu'ils sont dans leur possession. Merci. Oui, évidemment, il y a peu de chances que ce soit le cas. Merci, Gad Cohen. Je rappelle que vous êtes vice-président d'IAI, les industries aéronautiques israéliennes. Voilà donc pour ce dossier du crash de l'avion russe dans le Sinaï. Rebondissement en France à présent dans l'affaire Air Cocaïne, l'évasion des 2 pilotes français qui avaient été condamnés pour trafic de drogue sur l'île de la République dominicaine. Les 2 hommes qui s'étaient exprimés à leur retour en France ont été interpellés aujourd'hui et placés en détention à Lyon et Grenoble. Ils devraient même être mis en examen. Léa Verdugo. L'avocat du pilote Pascal Fauré s'était dit surpris par la procédure choisie, une façon de faire du spectacle selon lui. Tôt dans la matinée, les gendarmes se sont présentés au domicile de Pascal Fauré et de Bruno Odo avec un mandat d'amener. Les 2 prévenus ont donc vu un juge des libertés de la détention dans un premier temps avant d'être transférés à Marseille. Ils ont été emprisonnés à Lyon et à Grenoble en attendant leur seconde audition.
Les deux hommes étaient les pilotes d'un Falcon 50 intercepté en mars 2013 à Punta Cana. À son bord, près de 700 kilos de cocaïne. Au mois d'août, ils ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, mais laissés libres par les autorités dominicaines. Une opération d'exfiltration a été organisée par leurs proches. Les deux pilotes ont pu rejoindre la France fin octobre. Ils avaient déclaré s'en remettre à la justice française pour prouver leur innocence. La République dominicaine avait lancé un mandat d'arrêt international. Paris avait exclu un renvoi des deux hommes à Saint-Domingue. Selon des sources judiciaires, la détention des deux hommes était attendue compte tenu de l'évasion. Elle peut également être interprétée comme un gage diplomatique donné à Saint-Domingue. Deux autres Français sont toujours en République dominicaine. Passagers de l'avion, Nicolas Pisapia et Alain Castagny ont été condamnés à 20 ans de réclusion. Ils attendent l'issue du procès en appel. Alors, au-delà de la polémique judiciaire déclenchée par l'incarcération de ces deux pilotes, voilà que cette affaire se double également d'un scandale politique, car les juges ont, semble-t-il, été enquêtés également. Léa Berdugo, bonsoir. Et ça, ça peut paraître étonnant. De prime abord, ils ont enquêté du côté de Nicolas Sarkozy. Effectivement, la juge d'instruction marseillaise chargée de l'affaire Air Cocaïne a soupçonné Nicolas Sarkozy d'avoir été impliqué dans le trafic de drogue. C'est une information révélée par le JDD. Cette juge a demandé aux policiers de la brigade financière d'obtenir la géolocalisation des deux portables de l'ancien chef de l'État pour les mois de mars et d'avril 2013, car la découverte des 700 kilos de cocaïne a eu lieu le 19 avril à Punta Cana. Alors, en plus de cela, la magistrate a demandé aux policiers d'obtenir 1 an de fadettes des téléphones. Alors, les fadettes, ce sont des récapitulatifs des appels entrants et sortant. Le résultat a été clair. Le juge a conclu à la non-implication de l'ancien président dans le trafic de cocaïne. Alors, question, pourquoi s'est-elle intéressée justement d'aussi près à Nicolas Sarkozy ? L'affaire remonte au 9 décembre 2012. Un Falcon 50 se pose ce jour-là à l'aéroport de la Mole Saint-Tropez en provenance de République dominicaine. Alors, 10 valises sortent de l'avion et le 4 mars 2013, le même Falcon se pose au Bourget. Le 19 mars, l'avion est stoppé sur le tarmac de Punta Cana avec la cargaison de cocaïne. Donc en 2012, la justice ouvre une enquête. Elle s'intéresse à ce Falcon et les enquêteurs découvrent qu'une entreprise est chargée de la location de l'appareil et que l'avion avait été réservé pour un vol Paris-Bordeaux que Nicolas Sarkozy avait emprunté et que 3 locations ont été effectuées par Love Group, une société de Stéphane Courby, un proche de l'ancien président. Merci Léa Berdugo, alors voilà qui évidemment fait beaucoup réagir, notamment au sein du propre parti de Nicolas Sarkozy, les Républicains. On est en ligne avec le député des Français de l'étranger, Thierry Mariani. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a un petit décalage parce que vous êtes très loin géographiquement, puisque vous êtes dans votre circonscription qui est très étendue. Thierry Mariani, d'abord, qu'est-ce que vous inspire ce développement assez inattendu quand même de cette affaire rocambolesque Air Cocaïne, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, que son nom apparaisse dans le dossier? Écoutez, je pense que c'est le meilleur exemple pour illustrer la dérive de certains magistrats. Et je vais même dire les fantasmes ou l'obsession anti-sarkozyste de certains magistrats. En clair, cette affaire, c'est quoi? C'est un avion qui se loue comme d'autres avions et que Nicolas Sarkozy a pris un jour en le louant comme d'autres passagers. Franchement, pour qu'un juge soupçonne Nicolas Sarkozy dans un trafic de cocaïne, se serve de ça pour demander toutes ses factures et ses numéros appelés ou ses numéros reçus pendant une très longue période, mais qui peut sérieusement prendre ça au sérieux? J'allais dire, si ce soir il y a un viol dans la rue, il faudra aussi demander à Nicolas Sarkozy où est-ce qu'il était. Voilà, je crois qu'il y a des juges qui ont totalement perdu le sens de la réalité et de la mesure. Est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose qui pourrait être comparable à l'affaire Clearstream, dans lequel évidemment Nicolas Sarkozy avait été aussi impliqué avant qu'on découvre qu'il y avait autre chose derrière? Écoutez, c'est une affaire différente, mais je répète, ça prouve l'obsession de certains juges qui perdent tout le sens de la réalité, qui rêvent de se mettre Nicolas Sarkozy dans leur tableau de chasse, et à la limite, dès qu'ils pensent que le président Sarkozy a été à un moment donné au même endroit, même si le sujet n'a aucun rapport, même si c'est pas crédible et tout,
qui essaye à tout prix de le mettre en cause. On voudrait lui rendre service, je crois qu'on s'y prendrait pas autrement, parce qu'à force, vous savez, l'acharnement imbécile sur les gens, ça finit par faire l'effet inverse. Voilà, je dis franchement, même qui peut penser une seule seconde que Nicolas Sarkozy peut être impliqué dans un trafic de cocaïne. Voilà. C'est quand même hallucinant, comme atteinte à la vie privée, de demander la facture de qui que ce soit d'ailleurs, sous prétexte simplement qu'à un moment, il a loué le même avion. Merci Thierry Mariani pour cette réaction en direct. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains des Français de l'étranger. En Turquie, au lendemain de sa large victoire électorale, le président Erdogan veut conforter son pouvoir retrouvé après plusieurs mois de crise politique. Joseph Emmanuel. C'est une victoire éclatante, une revanche considérable. Erdogan retrouve la majorité absolue. Et si les opposants au parti AKP ont perdu, la presse turque ne perd rien de sa liberté d'expression. Le quotidien Sabah parle de révolution des urnes, quand chez Taraf, on titre carrément sur une stratégie du chaos. Enfin, le quotidien d'opposition Zaman titre « Seul au gouvernement ». Car il s'agit bien de cela, le président islamo-conservateur turc va pouvoir former un gouvernement tout seul, une victoire contre tous les pronostics. Cette nuit, les militants kurdes sont descendus protester par dizaines après l'annonce d'une victoire qui n'est pas la leur. La province de Diyarbakir, principalement peuplée de Kurdes, est en feu. Les affrontements avec les forces de l'ordre, des pneus brûlés et même des échanges de coups de feu ont été la réponse d'une jeunesse en colère. On n'accepte pas le résultat des élections. Ils ont volé nos voix. C'est l'AKP qui nous les a volées. J'ai 33 ans et je n'ai connu que la guerre. Qu'est-ce que ce gouvernement veut de nous? Tous les jours, il y a de nouveaux cadavres. Les incidents ont débuté près du siège du parti pro-kurde HDP, l'un des principaux partis d'opposition. Avec un score national inférieur à 10%, il pourrait ne pas être représenté au Parlement. Il y avait fait pourtant une entrée triomphale en juin dernier, une possibilité inimaginable pour la grande majorité des Kurdes de Turquie. Et certains n'hésitent pas à parler de guerre si ce score n'augmentait pas. Dans un climat de tension, marqué autant par le conflit kurde que par la menace djihadiste venue de Syrie, Recep Erdogan et son Premier ministre Davutoglu se sont posés en seul garant de l'unité et de la sécurité du pays. Et même si leur slogan, l'AKP ou le chaos, reflète le thème principal de cette élection, le chaos pourrait s'installer dans la province kurde de Turquie. On va marquer une pause et se retrouver dans un instant pour revenir sur les attaques au couteau qui ont fait 4 blessés aujourd'hui, dont 3 dans un état grave en Israël, dans le centre d'Israël, ce qui est un retour donc de cette vague de terreur à l'intérieur même du pays. A tout de suite. Retour de la vague de terreur dans le centre d'Israël. 2 attentats au couteau commis cet après-midi à Rishon LeZion et Netanya. Bilan 4 blessés, dont 3 graves. Nous faisons le point dans un instant en direct avec notre envoyé spécial. Le crash de l'avion russe dans le Sinaï égyptien. La compagnie russe exclut que l'avion ait connu une défaillance technique ou humaine. Pas de traces d'impact extérieur non plus. L'enquête s'oriente donc vers une explosion causée depuis l'intérieur de l'appareil. Rebondissement dans l'affaire Air Cocaïne. Les 2 pilotes évadés ont été écroués en France après avoir été présentés à un juge aujourd'hui. Colère de leur famille et de leurs avocats qui dénoncent une justice à grand spectacle. Retour donc sur ces 2 attaques au couteau qui ont fait 4 blessés tout à l'heure, donc en fin d'après-midi, dans le centre d'Israël. Cela faisait plusieurs jours que les attaques étaient concentrées sur une zone comprise entre Jérusalem et Hébron en Cisjordanie. Eh bien, 2 villes du centre d'Israël touchées ce soir, Rishon LeZion et Netanya. On va retrouver à Rishon LeZion d'ailleurs notre envoyé spécial Maxime Pérez. Rebonsoir Maxime. D'abord donc le scénario de la première attaque, la plus grave à Rishon LeZion.
Oui, il est 15h30 à Rishon LeZion, dans cette grande ville du sud de Tel Aviv, avec à cette heure-là beaucoup de monde et de passants, parce que nous sommes dans le centre-ville, parce que les gens commencent à regagner leur domicile. Un Palestinien jaillit d'un autobus, poignarde un premier Israélien d'une quarantaine d'années, non loin de la gare routière, et puis poursuit sa route en courant. Il se précipite vers plusieurs Israéliens qu'il poignarde à tour de rôle, une femme de 80 ans, puis un jeune soldat israélien âgé d'une vingtaine d'années. Et finalement, ce sont des passants qui ont été les premiers à réagir, qui l'ont plaqué au sol. Il a fallu évidemment l'intervention rapide de la police pour éviter une scène de lynchage. Ce Palestinien, ce terroriste, il a été identifié comme originaire de la ville de Hébron, en Cisjordanie. Il a 19 ans et ce soir, il a été déjà présenté devant les juges. Il sera très certainement inculpé dans les prochaines semaines. Et puis, seconde attaque qui s'est déroulée cette fois au nord de Tel Aviv, dans cette ville de Netanya, qui elle aussi jusqu'ici n'avait jamais été touchée par une attaque à l'arme blanche. Cette fois, c'est un homme de 71 ans, non loin du centre-ville, qui a été poignardé par un Palestinien originaire de Toul-Karem. Là aussi, une course-poursuite s'engage. Cette fois, ce sont des policiers qui partent à la poursuite de ce Palestinien, qui est finalement neutralisé au bout d'une centaine de mètres. Il est atteint de 4 balles, s'écroule au sol. Et là aussi, il faut l'intervention des policiers pour éviter que la foule ne se rue sur ce même Palestinien. D'ailleurs, quand il a fallu tout à l'heure l'évacuer par ambulance, il a fallu au préalable faire évacuer des dizaines de passants, d'habitants de cette ville de Netanya en colère, parce qu'évidemment, comme à chaque fois, il y a des rassemblements spontanés. Les gens veulent en découdre avec le terroriste, et évidemment aussi, il faut le souligner, les gens sont à cran, et il y a beaucoup de slogans qui sont lancés, hostiles au gouvernement, hostiles à cette situation qui perdure maintenant depuis plus d'un mois et demi en Israël. Merci Maxime Pérez, en direct donc de Rishon LeZion. Et en face de ces attaques et de la colère et de l'émotion qu'elles suscitent en Israël, eh bien, il y a côté palestinien la célébration des auteurs de ces attaques qui sont le plus souvent abattus après avoir commis leur forfait. À Ramallah, par exemple, l'autorité palestinienne a choisi de donner le nom de plusieurs rues de sa ville à des auteurs de ces attaques, et notamment celui qui avait poignardé 2 juifs religieux israéliens à Jérusalem le 3 octobre dernier. Reportage à Ramallah, Maël Benoliel. Dans quelques jours, cette rue de Cisjordanie portera un nouveau nom, celui de Mouhanad Chalabi. Nous sommes le 3 octobre dernier dans la vieille ville de Jérusalem et il est environ 19h quand Mouhanad Chalabi poignarde à mort 2 civils israéliens et en blesse 4 autres. Ce dernier est abattu dans la foulée par les forces de sécurité israéliennes. Cette attaque est l'une des plus meurtrières qu'Israël ait connues depuis le début de la dernière vague de violence. Un acte terroriste condamné par le gouvernement israélien et la communauté internationale, mais pas pour l'autorité palestinienne. Attribuer à cette rue le nom de l'assaillant, c'est l'idée de cet homme, l'adjoint au maire de Sourda Aboukash, un village frontalier de la ville de Ramallah. Donc ça c'est Mouhanad? Oui, c'est la photo de Mouhanad Chalabi. Quel âge avait-il? Il avait 19 ans. Assez jeune pour mourir quand même. Oui, trop jeune. Il vivait ici, dans cette rue. Et donc cette rue va devenir sa rue? Oui, tout à fait. Et les gens qui vivent ici sont contents de ça? Oui, les gens sont très heureux. Les Israéliens considèrent cela comme du terrorisme. Nous pensons l'inverse. C'est un acte héroïque, naturel pour nous et légitime. Au 40e jour de sa mort, nous allons organiser une cérémonie. On va même lui construire une stèle. Tout le quartier sera là. Une distinction parmi d'autres pour celui qui a assassiné 2 civils. Cet étudiant en droit s'est aussi vu délivrer un diplôme à titre posthume par l'association du barreau palestinien pour son acte considéré comme héroïque. Une association basée à Ramallah qui dépend de l'autorité palestinienne, financée également par l'Union européenne et l'ONU. Nous nous sommes rendus sur place en caméra cachée. Ici, le sujet est sensible.
Pour l'adjoint au maire, les attaques perpétrées par les Palestiniens sont des actes de résistance. Selon lui, le véritable responsable n'est autre qu'Israël. C'est naturel que les Juifs disent que c'est du terrorisme, mais qu'ils ne voient pas cela comme une réaction à toute la souffrance qu'ils nous font subir. Donc oui, c'est normal qu'Israël pense cela, tout comme tous les pays qui soutiennent ce pays. Mais moi, je vous promets une chose, c'est que toute cette violence s'arrêtera dès qu'Israël mettra fin à son occupation. Yazid fait à peine ses 18 ans. Il connaissait bien Mouhanad pour avoir vécu dans le même quartier que lui. C'est une fierté pour tout le monde arabe et pour moi c'est un héros et j'espère qu'il sera considéré comme un martyr par Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, bien sûr que je suis prêt à être un martyr. J'espère même que ce sera le cas. C'est bien que quelque chose rappelle son nom. Ça perpétue sa mémoire et ça permet aux gens de ne pas oublier son acte. Mouhanad Shafik El Khalabi ne va pas être le seul à être honoré ces prochains jours. Comme lui, ils vont être plusieurs à voir leur nom de famille remplacer des noms de rues ou d'immeubles dans toute la Cisjordanie. Le tout, bien sûr, avec la bénédiction de l'autorité palestinienne. Alors, voilà qui mérite évidemment un éclairage, on va en parler avec Yitzhak Levanon. Bonsoir, ambassadeur d'Israël. Bonsoir à vous, Daniel Haïk, analyste politique. Alors, il faut expliquer, effectivement, parce que on a vu qu'il y avait eu des discussions très serrées, par exemple, pour la restitution des corps des terroristes palestiniens abattus avec l'autorité palestinienne. Et là, on voit que l'autorité palestinienne, en même temps, glorifie les auteurs de ces actes tout en condamnant théoriquement cette violence. Oui, effectivement, tout cela, Jean-Charles, est lié. Il y a une problématique pour les forces de sécurité, pour le gouvernement israélien, c'est de savoir comment dissuader les terroristes de poursuivre leurs attentats. Alors, on est dans la même problématique que le sujet des démolitions de maisons dont on a parlé au cours des derniers jours. Est-ce que ces démolitions ont un effet dissuasif auprès de la population palestinienne, auprès des terroristes ou des futurs terroristes? Et la question est, à cette question, il y a deux réponses au sein du gouvernement. Le cabinet restreint, il faut le rappeler, a pris au début de la crise, a pris la décision de ne pas restituer les corps des terroristes palestiniens responsables d'attentats. Cette mesure a été dans un premier temps appliquée, mais elle a été, elle a été modifiée à la suite de la demande du ministre israélien de la Défense qui estimait que cette mesure n'était pas particulièrement dissuasive. C'est l'avis donc de Moshe Ya'alon, le ministre de la Défense, et des forces de sécurité de Tsahal qui estiment qu'il n'y a pas d'effet dissuasif dans cette mesure de ne pas restituer les corps. Par contre, Binyamin Netanyahou et le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, eux, considèrent qu'il y a un effet dissuasif au fait de ne pas restituer les corps. Et d'où vient cette différence d'approche entre le ministre de la Sécurité intérieure d'un côté et le ministre de la Défense? Eh bien, c'est tout simple. Parce que à Jérusalem-Est, dans la partie est de Jérusalem, lorsque la mesure de ne pas restituer des corps est prise, eh bien, elle a un effet dissuasif auprès de citoyens, de Palestiniens qui ont une partie de la citoyenneté israélienne, qui sont citoyens israéliens. Et d'une certaine manière, les Israéliens ont des leviers de pression sur la population de Jérusalem-Est pour leur imposer de ne pas, en tout cas pour leur imposer, même si c'est possible, une restitution des corps, mais seulement avec des obsèques qui se font dans des conditions extrêmement discrètes. Et de l'autre côté, on a l'autorité palestinienne, on a le ministre de la Défense à l'intérieur des territoires, qui est on va dire le ministre de tutelle de ce qui se passe dans les territoires, qui estime que lui, eh bien, face à de la population palestinienne, face à des membres du Hamas en particulier à Hebron, comme cela a été le cas, eh bien, cette mesure n'a aucun effet dissuasif, n'a pas de véritable effet dissuasif sur les terroristes. Et donc, d'où la différence. Là-dessus se greffe effectivement la problématique avec on va parler de ça dans un instant. D'abord, je voudrais que Yitzhak Levanon réagisse là-dessus, sur cette polémique, on va dire israélienne d'abord. Faut-il ou pas rendre les corps de ces terroristes palestiniens? Est-ce que ça peut avoir un effet dissuasif à votre avis ou pas? Moi, je comprends cette polémique. Regardez, il y a les familles qui ont perdu leur chair et qui ont été tués, qui ont été assassinés. Donc on ne peut pas négliger, on ne peut pas ne pas les écouter, on ne peut pas, disons, dire que bon, voilà, on a d'autres considérations à prendre. Je crois que le problème ici, c'est que, premièrement, il faut prendre en considération ce que les familles disent. Secondo, c'est le volte-face qui a été très rapide.
Il y a eu une décision du cabinet. Maintenant, si vous voulez changer votre avis, ce qui est tout à fait légitime, lorsqu'il y a des discussions à l'intérieur du cabinet, eh bien, réunissez-vous de nouveau dans 1 semaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines. Rien ne changera, disons, la situation sur place. Mais faire le vol de face en 24 heures, ça, on demande des questions. Et le troisième point, c'est qu'il y a eu une demande express qui est venue de la partie des autorités de sécurité palestiniennes, qui précisément continuent à coordonner avec nous la question de sécurité, et leur ils ont demandé que, si c'est possible, qu'on restitue les dépouilles, parce que ça pourra les aider, disons, à amadouer un petit peu ou à calmer la situation sur le champ. C'est pour cela que le ministre de la Défense, il a dit, bon, si les funérailles se passeront sans problème, en tranquillité, pendant la nuit, etc., on va continuer. S'il change, on va glorifier et que les partis palestiniens, y compris l'autorité palestinienne, va utiliser ceci, eh bien, on va arrêter tout ça. Pour l'instant, je crois qu'il y a 7 dépouilles qui ont été transférées pour l'instant. La police... Mais l'autorité palestinienne n'a pas respecté sa partie de ce contrat, puisque selon ce qui avait été conclu justement à la demande des forces de sécurité palestiniennes, eh bien, les obsèques de ces victimes, en particulier de ceux de la région de Hebron, devaient se dérouler de manière discrète. Et or, l'autorité palestinienne, vendredi, en a fait des obsèques officielles, presque solennelles, avec des milliers de personnes, et cela, bien entendu, attise l'attention et pousse d'autres terroristes à agir de la même manière. C'est la raison pour laquelle on n'est pas du tout d'accord du côté de Gilad Ardan, de la ministre de la Sécurité intérieure, et du côté de Binyamin Netanyahu. On est beaucoup plus réticents. On estime qu'il faut, et même, il faut le préciser, du côté de Yoram Cohen, le chef du Shin Bet, qui est beaucoup plus réticent, qui dit qu'il faut malgré tout essayer d'utiliser cela comme arme, comme atout, comme moyen de pression sur les familles des terroristes, et même sur les terroristes eux-mêmes, avant qu'ils ne commettent leurs méfaits, pour essayer de les dissuader d'agir. Et là-dessus se greffe, effectivement, comme l'a dit Yitzhak, le problème des familles des 2 soldats israéliens dont les corps sont toujours détenus par le Hamas. Il s'agit de Doron Shaul et de Goldin, Hadar Goldin, qui se sont plaints auprès du ministre de la Défense en disant il n'est pas normal que dans cette constellation de crise, eh bien, on restitue des corps de terroristes palestiniens alors que les corps de nos proches n'ont pas été encore restitués par le Hamas, ce qui a poussé le ministre de la Défense à nuancer ses propos et à nuancer son soutien à une restitution des corps. Il a tenu compte des revendications des parents et il a demandé tout simplement, il a mis en garde l'autorité palestinienne en disant nous ne libérerons des corps de terroristes palestiniens que si l'autorité palestinienne prend l'engagement solennel de ne pas procéder à des obsèques publiques en plein jour et des obsèques qui pourraient attiser l'attention plus encore. Et là, on voit bien qu'il y a un double jeu de la part de l'autorité palestinienne. Il y a d'un côté Mahmoud Abbas, le Mahmoud Abbas qui veut poursuivre la coopération sécuritaire avec Israël, et le Mahmoud Abbas qui veut glorifier les martyrs en leur donnant les noms de rues de Ramallah et en leur organisant des obsèques solennelles. Regardez, ce qui me gêne personnellement, c'est le marchandage avec les dépouilles. Et je crois que c'est faux de le faire de cette façon-là. Et si je me permets, je crois qu'il faut tout simplement rappeler l'histoire à nos dirigeants. Et depuis toutes les guerres d'Israël, que ce soit en 67 ou 73, la guerre du Liban avec la Hezbollah ou partout, la restitution ou le retour des dépouilles a été fait dans le cadre d'un accord global avec les prisonniers de part et d'autre, etc. Donc, ce n'était pas quelque chose il n'y a jamais eu d'accord spécifique sur la restitution, uniquement sur la restitution des corps de terroristes. C'était dans le cadre global d'un accord, des discussions, etc., de relâcher les prisonniers, échange de prisonniers de part et d'autre, mais aussi des dépouilles. C'est pour cela que ça me gêne, ce marchandage, que le cabinet dit on ne va pas restituer les dépouilles, 24 heures plus tard on va virer, la police qui dit non, je ne vais pas restituer, etc. Regardez, les dépouilles sont les dépouilles, ce sont des êtres humains qui ont été tués, que ce soit des terroristes ou pas, ils sont morts. Et je crois qu'il faut prendre en considération aussi nos dépouilles de nos enfants à nous qui sont à Gaza. On ne peut pas négliger ceci du tout. Donc je crois que les ministres
Yalon en premier lieu, Bibi Netanyahu en second lieu, je crois qu'ils doivent tout simplement revoir l'histoire d'Israël pour savoir que ça a été fait dans un cadre spécifique et non pas de façon sporadique comme ça. Alors, je voudrais qu'on regarde aussi des images assez impressionnantes qui ont été tournées aujourd'hui. Ça se passe lors d'affrontements qui ont eu lieu du côté d'Aboudis, donc de l'autre côté du mur de sécurité. On va les voir dans un tout petit instant. Le temps peut-être de vous demander à l'un et l'autre ce que signifie peut-être aujourd'hui le retour de ces attaques au couteau dans le centre d'Israël, dans la région de Tel Aviv. C'est le signe de quoi, selon vous, que cette vague va durer encore longtemps? Apparemment, oui, parce qu'on a parlé au début que si on va solutionner la question des Al-Aqsa, et ça a été solutionné, ça va s'arrêter, et ça s'avère que ça ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, on voit que de la part de Hamas et de certaines factions à l'intérieur de l'autorité palestinienne et des Palestiniens dans l'autorité palestinienne, et qui parlent par exemple d'une vraie intifada avec des armes à feu, et, enfin disons beaucoup plus violente de ces couteaux-là, etc. Donc il faut prendre en considération ceci. Cela peut signifier un affaiblissement de l'autorité de Mahmoud Abbas sur les territoires, sur sa population et sur ses forces de sécurité. Et d'une certaine manière, il est possible que le fait que, par exemple, les deux terroristes responsables des attentats d'aujourd'hui, à Rishon LeZion, celui de Rishon LeZion venait de Hebron, celui de Netanya venait de Tulkarem, donc ils venaient des territoires. Cela signifie aussi peut-être que les forces de sécurité israéliennes, l'armée, risquent de devoir se poser la question s'il ne faut pas imposer un bouclage des territoires. La question avait été à l'ordre du jour il y a quelques semaines au début de la crise. Et justement, à cause de la coopération sécuritaire avec les forces palestiniennes, on avait mis de côté ce scénario. Il n'est pas impossible que si on note un affaiblissement de la coopération entre les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes, et s'il y a un affaiblissement de l'autorité de Mahmoud Abbas, alors peut-être qu'il faudra reposer la question d'un bouclage. Jusqu'à présent, Daniel, si je ne me trompe pas, les Palestiniens qui viennent travailler quotidiennement chez nous n'ont pas fait ce genre d'acte de violence. Ça continue. Ouais. Ces gens-là, il était illégal. Ce jeune qui était à Nathanaël, il était illégal. On ne peut pas juger seulement sur le cas d'aujourd'hui. Ouais, mais il était illégal, disons, en Israël, mais il ne travaillait pas en Israël. Il n'y a pas des gens qui ont un passe-partout, pas passe-partout, un laissez-passer, disons, un permis pour venir travailler en Israël et qui ont fait ce genre d'attaque. Donc, disons que la situation, elle est bien centralisée sur des jeunes qu'ils trouvent que c'est la solution ou bien c'est la voie à suivre pour faire du mal à Israël, et peut-être qu'ils auront un bénéfice politique. Je crois qu'Israël devrait faire face à cela pour qu'il n'y ait pas un bénéfice politique. Alors voilà les images dont je vous parlais tout à l'heure. Aboudis, le village palestinien tout près de Jérusalem, juste en face de la barrière de sécurité, eh bien, des affrontements assez sérieux ont opposé les étudiants de l'université d'Aboudis qui étaient retranchés dans le bâtiment, qui ont jeté des pierres sur des policiers israéliens après avoir tenté de casser avec des pioches, vous allez voir, la fameuse barrière de sécurité qui sépare Aboudis du territoire israélien. Voilà, tout cela a duré une bonne partie de la journée. Il y a eu quelques blessés côté palestinien. Voilà, vous voyez ce Palestinien qui tente donc de casser la fameuse barrière de sécurité. Ça rappelle quand même, Yitzhak Levanon, des images d'intifada d'il y a de nombreuses années. Oui, enfin, Intifada, ils n'ont pas fait ce genre de choses parce qu'ils n'avaient pas de barrière. Mais il y avait les jets de pierre. Les jets de pierre, oui. Mais ce qui est très, enfin, le paradoxe, c'est que Aboudis, dans les accords, ça devait être la capitale. C'était la capitale, disons, de l'État palestinien. C'est à propos d'Aboudis, ils ont construit leur parlement qui existe. Le parlement, il est là. Donc c'est un peu absurde de voir qu'ils font tomber cette barrière lorsqu'ils veulent. Bon, peut-être que c'est un message qu'ils sont en train de nous envoyer, que comme quoi ils sont plus d'accord qu'Aboudis, mais ils veulent Jérusalem, la vraie Jérusalem. Merci Yitzhak Levanon, merci Daniel Haïk. Retour en France à présent avec le procès d'un effroyable lynchage qui s'est ouvert aujourd'hui devant les assises de l'Isère. 12 jeunes d'un quartier d'Échirolles sont jugés pour le meurtre collectif de 2 autres jeunes hommes, Kevin et Soufiane, après un incompréhensible déchaînement de violences liées à la vie dans ces fameux quartiers. Julia Ganancia. Un lynchage collectif où les responsabilités vont être difficiles à établir.
Le procès sous surveillance de 12 personnes de 19 à 24 ans s'est ouvert ce lundi après-midi devant la cour d'assises des mineurs à Grenoble. Les agresseurs présumés sont accusés d'avoir tué Kevin, à gauche, étudiant de 21 ans, frappé de 8 coups de couteau. Et Sofiane, 22 ans, à droite, poignardé 31 fois, dont 9 fois dans le dos et frappé au marteau. La loi du silence peut pénaliser les accusés. Parce que dans un monde de justice idéale, on aimerait savoir qui a fait exactement quoi. Mais à l'origine, il y a un groupe qui commet un crime et les gens qui sont renvoyés devant la cour d'assises sont certes présumés innocents, mais ils sont sur les lieux et ils ont participé à ce crime. Tout a commencé le 28 septembre 2012 à cause d'un mauvais regard entre le frère de Kevin et un membre d'une bande rivale. C'est dans ce parc que le drame va avoir lieu. Marteau, manche de pioche, bouteille de vodka, pistolet à grenaille et même un chien d'attaque. Le déchaînement de violence durera une vingtaine de minutes. L'enquête a permis d'identifier la plupart des agresseurs, mais sans déterminer avec certitude qui a porté les coups mortels. Et les armes du crime n'ont jamais été retrouvées. Estimant que chacun d'eux avait contribué à la mort des victimes, la justice a retenu le principe de la coaction. Les 12 sont donc accusés d'avoir tué Kevin et Sofiane, une décision qui ne satisfait pas les avocats de la défense. Considérer qu'on a une intention homicide parce qu'on a participé à une bagarre, ça me semble être personnellement assez abusif, ça me semble également être assez injuste et j'espère que la cour d'assises n'ira pas sur ce raisonnement qui est un raisonnement d'une responsabilité collective. Les poursuites telles qu'elles sont diligentées aujourd'hui n'ont rien de sérieux. Il y a 2 victimes. Il y a peut-être 4 couteaux qui ont servi à tuer ces 2 victimes et il y a 12 accusés de meurtre. C'est impossible. C'est matériellement, c'est scientifiquement impossible. Le procès va durer 6 semaines. Les 12 assassins présumés encourent 30 ans de réclusion criminelle. Alors en ligne avec nous, le journaliste spécialisé des affaires de grand banditisme et auteur justement de Génération Kalachnikov, Frédéric Ploquin. Bonsoir à vous. Les nouveaux gangsters. Vous aviez écrit ce livre justement en faisant référence à ces bandes qui sévissent dans les banlieues. À votre avis, là on est dans l'illustration même de ce type de code qui régissent les banlieues? C'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas tout à fait dans cette hypothèse-là. Si vous regardez le profil des victimes, ce ne sont pas des petits voyous, ni petits ni grands, ce ne sont même pas des caïds en puissance, ils font des études. Donc on est dans autre chose, mais on est dans un modèle probablement. C'est-à-dire que le modèle, c'est celui de la défense du territoire, de la bagarre au nom de son quartier. Mais paradoxalement, on n'a pas affaire à des petites frappes ou à des petits trafiquants de stupéfiants qui régleraient leur compte. C'est une histoire complètement futile au départ, comme vous venez de le rappeler, c'est une histoire de garçons et de filles. Ils sont mineurs ou ils ont juste 20 ans, tout juste 20 ans. Et après, c'est l'escalade. Et si vous voulez, il y a une espèce d'effet. Bon, évidemment, il y a l'alcool. Et après, il y a l'effet de groupe. Et l'effet de groupe associé à la notion de territoire et de quartier à défendre. C'est-à-dire qu'en gros, ça démarre petitement, on va dire. Il y a un premier affrontement, puis un deuxième, puis un troisième. Ça s'enchaîne. Et c'est un petit peu, et c'est là où on rentre dans une dimension qui est un modèle de société qui n'est pas forcément recommandable, qui est dans l'esprit de ces garçons, c'est qu'ils vont aller défendre arme à la main une espèce d'entité territoriale. Et c'est là où on rejoint le modèle du banditisme qui défend son territoire et qui a l'impression se diffuse dans le reste de la société. Avec aussi, ce qui vaut d'ailleurs à ces 12 d'être poursuivis pour meurtre, le fait que personne n'ait voulu désigner qui avait porté les coups. Alors ça c'est encore, oui effectivement, vous avez raison, c'est un autre élément qui nous ramène au banditisme, on va dire, c'est cette espèce d'omerta, de silence qui fait que personne ne veut parler. Mais ça, j'ai remarqué, c'est pas la première fois que la justice et la police ont beaucoup de mal, si vous voulez, à partir du moment où il y a quelque chose de collectif, un mouvement collectif comme ça, on a toujours énormément de mal à désigner, à savoir qui a fait quoi. Et dans la mesure où les gens, sauf aller avoir les uns ou les autres s'accuser, reconnaître les faits, etc., ce qui est évidemment pas le cas là, ça rend extrêmement difficile en fait le fait de les juger. Je pense que les avocats vont s'en donner à cœur joie pour expliquer ce que l'un d'eux disait déjà, qu'en gros 12 hommes et 4 couteaux est quelque chose qui ne va pas. Mais c'est systématique dans les affaires de lynchage collectif en fait. C'est que sauf si c'est filmé, ce qui n'est pas le cas,
ils auraient pu le faire, parce que dans cette génération-là, ils se filment beaucoup. Apparemment, on n'a pas ces éléments-là, sauf si c'est filmé par une caméra vidéo ou une caméra de surveillance. Mais on ne sait pas, je veux dire, on ne sait plus, on ne sait pas, et ils se couvrent eux-mêmes. Merci Frédéric Ploquin. Je rappelle que vous êtes journaliste, auteur de Génération Kalachnikov, les nouveaux gangsters. L'économie, pour terminer. Jonas Citruc, bonsoir. Bonsoir. Alors à la une aujourd'hui, il y a Volkswagen avec des ventes en baisse, fallait s'y attendre. Oui, c'est officiel. Volkswagen commence à pâtir du scandale des moteurs truqués. En France, au mois d'octobre, le nombre de véhicules vendus a chuté de 3% par rapport à la même période en 2014, alors que sur les 9 premiers mois de l'année, eh bien, le constructeur automobile allemand a enregistré une hausse de plus de 6%. Et la mauvaise nouvelle n'arrive pas seule, puisqu'il y a quelques instants, les États-Unis ont révélé que le scandale Volkswagen serait apparemment plus important que prévu. Des dispositifs pour fausser donc les contrôles anti-pollution auraient été installés sur des moteurs plus puissants que ceux qui ont déjà été détectés. Le nombre de véhicules touchés par cette affaire, donc 11 millions, pourrait donc être revu à la hausse. Allez, on parle rapidement de ce C919, le nouveau, premier d'ailleurs, moyen courrier chinois. Oui, il a quelques mois de retard, mais ça y est, il a enfin été dévoilé ce lundi avec quelques 5000 invités triés sur le volet. Le C919, c'est le tout premier moyen courrier conçu donc par un avionneur chinois, l'avionneur Comac. Son objectif, c'est de concurrencer l'A320 et le Boeing 737, autrement dit, de bousculer le duopole qu'il existe entre les deux géants, l'européen et l'américain. En ce qui concerne ses caractéristiques, il s'agit d'un monocouloir capable de transporter entre 158 et 174 passagers sur une distance d'environ 5500 km. Selon Comac, plus de 500 commandes ont déjà été enregistrées, principalement de la part de compagnies chinoises, et le premier vol est prévu pour 2016. Merci beaucoup, Jonas Citruc. On a vu ces images impressionnantes. On va se retrouver dans 10 minutes avec Marceline Loridan-Ivens, survivante de la Shoah et auteur de ce livre « Et tu n'es pas revenu », témoignage exceptionnel. Juste après le journal, à tout à l'heure. Le Grand Direct, et nous sommes ravis d'accueillir ce soir l'auteur, cinéaste, documentariste Marceline Loridan-Ivens qui est en Israël. Bonsoir à vous, bonsoir. Merci d'être là. Nous vous accueillons parce que je suis avec Valérie Abékassis. Bonsoir Valérie, bonsoir, la rédactrice en chef du Culture Mag. On va parler de votre livre « Et tu n'es pas revenu » que vous avez publié il y a quelques mois en France chez Grasset, que vous venez présenter ici en Israël. Évidemment, c'est un symbole fort puisque vous êtes une rescapée d'Auschwitz. Marceline, on va en parler dans un instant, mais je voudrais tout d'abord vous demander, parce que vous arrivez en Israël à un moment où il y a cette vague d'attentats au couteau, où des Palestiniens tuent des Israéliens parce qu'ils sont juifs aussi. Certains disent que c'est de l'antisémitisme, et vous aviez été très en colère il y a quelques mois parce qu'il s'était passé en France cette terrible vague d'attentats, et notamment celui de l'Hyper Cacher. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, qu'on est là aussi dans de l'antisémitisme pur, ce qui se passe ici, ou est-ce que c'est quelque chose de plus politique, selon vous ? Je pense que c'est très mêlé, les deux sont mêlés. À la fois, c'est antisémite, parce que il y a un certain développement tout autour de l'antisémitisme. Et en plus de ça, c'est politique aussi, à cause de la situation, sans doute, entre deux États qui n'arrivent pas à se concrétiser. Voilà. Mais récemment, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fait une comparaison qui a choqué certains historiens, notamment en disant finalement ce que font les Palestiniens aujourd'hui, c'est ce qu'ont fait les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est le moufti de Jérusalem qui a même dit à Hitler « voilà ce qu'il faut faire avec les Juifs, il faut les brûler ». C'est ce qu'a dit Netanyahou, et ça n'a pas été... Moi, je pense que on en a fait toute une montagne, à mon avis, parce que je pense que ce sujet a été largement abordé entre le grand mufti et Hitler aussi. Et d'ailleurs, le grand mufti de Jérusalem a été un des collaborateurs de Hitler depuis les années 39, 38, 39. Il y avait eu aussi beaucoup de pogroms avant. Donc, c'est difficile de jouer. C'est des jeux politiques qui m'agacent de toute façon et qui ne m'intéressent pas. Je pense que c'est une bêtise de sa part, mais ça ne méritait pas que tout le monde se jette sur cette histoire pour des raisons politiques. Et ceci dit, j'ai moi-même parlé à la télévision française du Grand Mufti quand j'ai été interviewée sur ce livre, et je pense qu'il a été... S'il était passé au tribunal de Nuremberg, il aurait été exécuté pour ses méfaits et pour avoir aussi créé une brigade de 12 ou 14 000 ou 15 000
SS qui ont fait beaucoup de dégâts à cette époque. Quand vous parliez de la situation en France il y a quelques mois après les attentats du mois de janvier, oui. Est-ce que vous avez l'impression que les choses empirent en France aujourd'hui, en Europe, et qu'Israël est un refuge pour les Juifs du monde aujourd'hui ou pas? C'est difficile de dire parce que moi je vis de façon quand même relativement privilégiée. Je n'habite pas dans des quartiers où je suis attaquée. Je sais quand même que les gens ont peur. Je suis allée à Berlin et les gens avaient la même inquiétude que moi. Alors Valérie Abékassi, il faut parler quand même de ce livre, mais d'abord du fait de venir parler de la Shoah en Israël, à un moment où il se passe d'ailleurs ces événements. Alors justement, c'est une question que je voulais vous poser. Il y a, voilà, sur cette impossible, cette indicible Shoah, deux figures importantes. Il y a Lanzmann, qui est impérieux, pédagogue, imposant, et puis il y a vous, petite bonne femme rousse, qui n'a peur de rien, une punk qui est toute maigrelette. Vous arrivez ici pour présenter ce livre, vous arrivez en Israël, vous allez présenter deux films. Comment les Israéliens accueillent-ils votre venue, votre livre et les deux films que vous allez présenter? C'est difficile de le dire parce que je viens juste d'arriver. Il va falloir que je sois confrontée à ce public. Mais je suis déjà venue en Israël. J'ai reçu un grand prix au Festival de Jérusalem pour ce film La Petite Prairie au boulot, qui était le retour d'une... Moi, je ne dis pas rescapée, je déteste ce mot, je dis plutôt une survivante, parce que nous sommes revenus en France que 2500 sur 76 et quelques mille, et que nous disparaissons chaque jour un peu davantage, et que nous sommes peut-être 200, 160, 200 à l'heure actuelle en France survivants. C'est plutôt une survivance, parce que rescapés, déportés, sont des mots qui ont été utilisés dans beaucoup de situations, et quand un avion tombe, on dit aussi ce sont des rescapés, et ça n'a pas le même sens. Marceline, je voudrais juste revenir sur la question d'Israël, puisque en Israël, la Shoah est institutionnalisée, on a envie de dire, à des fins politiques, à des fins nationalistes, et dans le fond, le côté humain, la façon dont vivent certains survivants de la Shoah est épouvantable. Il y a quelques mois, on vous avait demandé dans le Culture Mag de réagir sur l'élection de Miss Shoah, et vous aviez dit... C'est indicible, donc je ne juge pas. Vous n'avez ni adoubé, ni condamné. Qu'est-ce que vous pensez du sort fait ici aux survivants de la Shoah? Moi, je trouve que c'est épouvantable. C'est-à-dire, je trouve que c'est anormal, quoi. Je pense que je comprends très bien. Moi-même, en 1947, je me suis engagée pour combattre en Israël. J'ai pas été prise parce que j'étais mineure. Et en plus de ça, j'ai suivi par la suite un tout autre chemin. Mais il a fallu 30 ans en France pour qu'on puisse reconnaître ce qu'avait été la destruction des Juifs d'Europe. Je préfère ce mot aussi, la destruction des Juifs d'Europe, qui dit clairement les choses, parce que toute l'Europe a été impliquée dans la destruction des Juifs. Et je trouve anormal, effectivement, en Israël, on n'ait pas tenu compte. Je comprends très bien que c'était un peuple qui avait besoin de combattre, de se valoriser, de prendre les armes, combattre aussi bien contre les Britanniques à l'époque, les roublardises des Britanniques. Mais quand même, non, on ne peut pas abandonner des gens qui ont tellement payé le fait d'être juifs. Et en France, non, nous sommes pris en considération sur le tard, bien après les résistants, mais à égalité avec les résistants. Et la moindre des choses, c'est qu'en Israël, on tienne compte également des misères et des santé des anciens survivants qui vivent encore, je ne sais pas. Il y a plusieurs catégories, je ne sais pas lesquelles. Ils vivent en dessous du seuil de pauvreté pour une grande partie. Absolument. Je trouve ça anormal et injuste. Donc vous n'allez pas aller à Yad Vashem? Est-ce que vous allez aller dans les écoles? Est-ce que vous allez rencontrer Aaron Appelfeld, les grandes figures ici? Moi je serais ravie. Non, il ne faut pas tout mélanger quand même. Mais en France, il y a eu Yad Vashem. Moi je vais aller au dîner de Yad Vashem à Paris dans quelques jours en novembre. Voilà, les écoles aussi. J'étais beaucoup dans les écoles en France. Ça sert pas, on n'en sait rien. Disons que ça laisse des traces sur
certains jeunes gens. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis après? Parce que vous êtes encore quelques survivants à parler aujourd'hui, mais dans 20-30 ans, qui, à votre avis, comment est-ce qu'on va parler de ce sujet-là? Comment est-ce qu'on racontera? Ce sera avec des livres tels que le vôtre, justement, qu'on se replongera dans ce qui s'est passé? Je ne suis pas prophète, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je m'inquiète beaucoup. Je pense il y aura sûrement des périodes où on va nous oublier ou transformer la réalité, j'en sais rien. Tout est permis, malheureusement, chez les hommes aujourd'hui, aussi violents, aussi incapables de s'entendre les uns les autres. Voilà. Mais c'est intéressant d'ouvrir ce débat parce que Valérie Bécassis, il y a justement la réédition de Mein Kampf dans quelques mois. Donc Hitler, dont on pourrait peut-être changer aussi, pourquoi pas, l'image dans quelques années. Oui, sûrement, oui. Mais d'ailleurs, beaucoup d'anciennes SS ont été protégés après la guerre au Moyen-Orient. La question, si vous voulez, c'est que même si ce n'est pas vraiment un débat, mais les Mein Kampf retombent dans le domaine public. En janvier 2016, ça va être réédité. Qu'est-ce que vous, qui n'avez peur de rien, qui ne craignez rien, qui avez toujours eu les mots pour dire tout ce qui vous passait par la tête, qu'est-ce que vous pensez, pardon, Marceline, la tête d'Hitler va être à nouveau dans les médias, dans les réseaux sociaux. Il va y avoir une communication autour de Hitler. L'Allemagne a acheté un livre qui s'appelle « Il est de retour », qui a cartonné, un livre comique, on n'ose même pas le dire, sur le fait que Hitler revienne, et ça a fait rire les Allemands. Qu'est-ce que vous pensez, Marceline, de Hitler comme un produit culturel? Qu'est-ce que ça va vous faire? Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, ça me fait épouvantable. Je ne le supporte pas et je n'achèterai pas Mein Kampf et je ne comprends pas la réédition de Mein Kampf. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai vécu la mort de 50 personnes et plus même de ma famille. Je n'ai plus de famille. Ma famille a été détruite par ce qui s'est passé pendant la guerre. Et l'idée que... Non. Je suis contre la réédition de ce livre. Ce que vous racontez d'ailleurs dans votre livre, c'est que même la partie de votre famille qui n'est pas allée dans les camps a été détruite. Ce qui est bien sûr quelque chose de extrêmement fort à imaginer parce que ça a causé des ravages bien au-delà de vous-même et de votre père qui êtes parti en déportation. Bien sûr, et d'enfants d'anciens survivants aussi que je connais, dont je connais l'histoire. Oui, ça a été très très... Les conséquences ne sont pas terminées et malheureusement les hommes sont incapables d'avoir une vision du monde plus sensible entre eux. Mais il faut dire que la mort, vous n'en avez pas peur, elle vous hante dans votre famille. Vous le dites dans le livre, votre père n'est pas revenu, mais votre frère, votre sœur se sont suicidés. Vous-même avez fait 2 tentatives de suicide. Et pourtant, dans votre façon de vivre, dans votre façon de consommer la vie, de boire, de fumer, de ne pas refuser ni alcool, ni même une drogue, quelle qu'elle soit, cette façon de... Oh bah non, là, vous exagérez quand même. Cette façon... Vous vous emballez, non, c'est pas vrai. De survivre. Il y en a certaines, mais les informations sont excessives. Non, cette façon de survivre comme ça, de vouloir... Là, ce rapport à la mort... Oui, parce que je suis un être vivant et j'aime la vie et je peux la perdre, mais j'accepte aussi l'idée que je vais la perdre ayant déjà 87 ans, étant une vieille dame. Donc oui, effectivement, je peux la perdre, ma vie, mais nous sommes tous dans le même cas. Nous ne sommes que de passage, il faut commencer à l'accepter, à le comprendre et ne pas mourir de trouille de mourir un jour. C'est-à-dire que vous avez, dans votre livre, vous dites c'est finalement c'est votre père qui vous a dit vous allez survivre. C'est le dernier mot qu'il vous dit d'ailleurs, je crois, quand vous arrivez à Auschwitz. Vous allez survivre. Non, il me dit ça à Drancy et il me dit toi tu reviendras peut-être parce que tu es jeune, mais moi je ne reviendrai pas. Voilà, c'est cette phrase qui m'a obsédée. C'est ce qui vous a permis, à votre avis, de passer cette épreuve? Ah non, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça a été un des facteurs, mais c'est ma force intérieure, je sais pas, c'est la chance aussi, la chance, à des moments précis où j'aurais pu mourir, de ne pas être de ce côté-là, peut-être que c'est parce que j'avais des choses à faire, je ne sais pas, il n'y a pas de réponse.
Il y a des questions sans réponse. C'est un livre formidable qui est sorti donc l'année dernière, qui a été traduit, vous venez de nous le dire, en 18 langues. C'est plus qu'un témoignage. Bien évidemment que c'est un témoignage, mais c'est aussi la lettre d'une petite fille à son père. Vous avez l'âge, presque un an de plus que l'âge de votre papa lorsqu'il est entré à Auschwitz-Birkenau. Ah non, il avait 40 ans, mon père. Quand il est rentré à Birkenau, il n'avait pas un an de plus. Il avait 86 ans. Oh non, il était jeune. C'était un bel homme, jeune. Cavaleur comme beaucoup d'hommes, sans doute. Mais non, c'était un homme très vivant. Non. Et que vous avez croisé dans le camp, et il vous a donné une tomate, un oignon, et puis ensuite un petit mot qui a servi de moteur, de fil rouge. Il a fallu des mois entre les deux événements. Hein. Oui, un petit mot avec juste ma chère petite fille et la fin Shloimeh, et tout le reste est effacé. C'est avec ça que vous avez vécu pendant toutes ces années? Oui, j'étais assez obsédée par l'absence de mon père et d'avoir pensé souvent qu'il eût mieux valu que lui revienne pour cette famille que moi, parce que moi j'étais un être jeune, seul, et lui il avait la responsabilité de beaucoup d'enfants qui avaient encore besoin de lui, dont moi aussi d'ailleurs. Mais j'étais prête à échanger ma vie contre la sienne, oui. Il nous reste très peu de temps, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à retirer de ce livre. La difficulté du retour dont vous parlez aussi, de ces gens qui voulaient absolument que vous repreniez pied dans la vie à votre retour. C'était cette nécessité pour les gens de reconstruire, de refaire des familles, Voilà, c'est la force du peuple juif aussi, sans doute, de dépasser toutes les souffrances et d'avoir la force de continuer, de revivre. C'est donc Et tu n'es pas revenu, que vous venez présenter ici en Israël. Donc pour la première fois, il a été, et vous l'avez dit Valérie, traduit dans de nombreuses langues. Et tu n'es pas revenu, c'est publié chez Grasset. Marceline Loridan-Ivens, c'est évidemment avec plaisir qu'on vous a reçu ce soir ici. Et donc dans ce climat très troublé, évidemment, des événements dont vous parliez. Toujours troublé, hélas, en espérant un jour que deux États pourront être concrétisés et que les gens s'acceptent mieux et que l'antisémitisme permanent dans la propagande musulmane cesse. Merci Marceline Loridan-Ivens, merci Valérie Abécassis. Nouveau journal à venir dans un instant. Bonne soirée.